Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre, Madame la maire de Paris, je ne reviendrai pas sur mes mots d'introduction. Simplement, Madame la Ministre, de rappeler que nous avons débuté la semaine ensemble, à l'occasion de la clôture du Grenelle contre les violences conjugales, par le Premier ministre Édouard Philippe et Marlène Schiappa. Vous connaissez l'engagement de notre barreau et du barreau dans tout son ensemble dans cette lutte et les propositions concrètes qui ont pu être établies dans le cadre du groupe de travail Justice que vous avez organisé sous la houlette avec Isabelle Rome. Sachez que notre barreau a déjà mis en place des formations spécialisées et des permanences spécialisées de façon à, au titre de l'aide juridictionnelle, assister ces femmes en danger, de souligner la réflexion sur la mise en place de l'aide juridictionnelle pour les ordonnances de protection dont Isabelle Rome nous a informés lundi dernier. Nous sommes aux côtés des victimes et travaillons avec tous les acteurs à des formations interprofessionnelles, police judiciaire, parquet, magistrats du siège et votre ministère, et ce, afin de tenter d'endiguer ce fléau, comme en Espagne. Une demande toutefois, Madame la Ministre. Nous l'avons encore évoqué lundi dernier avec ONU Femmes. Et ce sera encore une question d'argent. Sans moyens supplémentaires, humains et financiers, les actions adoptées et nécessaires risquent de ne demeurer que de vains souhaits. Il me tient à cœur maintenant d'aborder les premières assises avocats-magistrats. Le 30 novembre 2017, Jean-Claude Marin, alors procureur général près la Cour de cassation, ouvrait le colloque dédié à la déontologie croisée des magistrats et des avocats, et il rappelait que nous sommes tous ces acteurs inséparables de l'œuvre de justice. Il déplorait déjà la détérioration des relations entre nos deux professions. Plus récemment encore, fin octobre 2019, le juge Clément Bergère constatait que nos deux professions traversaient des difficultés, concluant ainsi « Soyons fiers et conscients de notre ADN commun, le droit, la justice et le respect du justiciable. Entamons une thérapie conjugale. » Eh bien, pour reprendre son expression, cette thérapie, nous l'avons entamée le 14 novembre dernier lors des premières assises avocats-magistrats. Il était temps car, en dépit de la signature, sous l'impulsion du premier président Louvel et du président Pirer, ici présent, le 26 juin dernier, d'une charte portant création d'un comité consultatif conjoint de la relation magistrat-avocat entre tous les acteurs de justice, de nombreux incidents ont entravé, émaillé nos relations à la suite du déménagement du nouveau tribunal Porte de Clichy il y a 18 mois. Difficultés d'accès aux juges, aux greffiers, au personnel de justice. Box vitrée, incidents d'audience, appel aux forces de l'ordre, incidents lors des gardes à vue, des perquisitions. Tout ceci amplifié par une architecture inadaptée, aseptisée, déshumanisée, des règles de circulation engendrant des tensions. Une architecture bien peu conforme à préserver l'équilibre de l'accès au droit, pierre angulaire de la justice. Ce que la journaliste Chloé Pilorget qualifiera ainsi, à Paris, un palais de justice envers et contre tous. Mes profonds remerciements vont à Monsieur le Premier Président, Jean-Michel Ayat, alors président du tribunal de grande instance de Paris, conscient de notre émotion, pour avoir rappelé dans un communiqué que nous avons co-signé le 29 mai dernier qu'en aucun cas il ne peut être recouru aux forces de l'ordre à l'égard d'un avocat dans l'exercice de sa mission. Et pour avoir été à l'origine de notre décision commune avec Monsieur le procureur Rémy Heitz, que je remercie également, de nous rencontrer pour nous parler respectueusement, sereinement, mais sans langue de bois. Ces assises ont été pour tous une véritable respiration, preuve qu'elles étaient effectivement nécessaires. Nous avons su lever des malentendus, dégager ensemble des solutions d'apaisement entre avocats, magistrats, greffiers, personnel de justice. Merci également à M. Bonnert, procureur national financier, Mme Colette Ranty, directrice de greffe,
et à vous tous, magistrats, avocats, greffiers. Mais ne nous arrêtons pas là. Mettons en place les propositions pratiques que nous avons arrêtées ensemble, incluant des formations communes, initiales et continues, EFB, ENM, des solutions sur la libre circulation des avocats dans les enceintes de justice, sur l'indispensable accès aux juges et l'impérieuse nécessité du dialogue. Il est incontestable qu'il nous revient à nous tous de rétablir la confiance de nos concitoyens dans la justice, et nous devons le faire ensemble. Une justice irréprochable nécessite que la qualité de nos relations soit tout aussi irréprochable, dans l'entier respect du rôle de chacun et de son indépendance. Ne perdons jamais de vue la proximité de nos serments respectifs, des serments empreints de dignité, de loyauté, de probité, d'humanité. Poursuivons ce dialogue et surtout, je ne saurais trop remercier également notre nouveau président du tribunal judiciaire de Paris, M. Stéphane Noël, nos chefs de juridiction et Madame la garde des Sceaux, d'accueillir nos doléances et mettre en œuvre nos propositions d'amélioration arrêtées en commun. Bien évidemment, il est essentiel d'évoquer les différents projets de décrets d'application en matière de procédure civile et de procédure participative, annoncés comme devant entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Mais malheureusement que nous n'avons toujours pas à ce jour. Il nous serait annoncé pour le 22 décembre, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Pour exemple, a été publié le 30 août 2019 le décret portant création du tribunal judiciaire, fusionnant les tribunaux d'instance et de grande instance. Nous, avocats, avec et grâce aux magistrats et aux greffiers, nous nous sommes saisis de ce décret. Nous avons organisé à Paris, grâce à Mesdames les présidentes de GUIS-EPIC, une grande réunion d'information et de formation, réunissant physiquement plus de 400 avocats à la Maison du Barreau, mais en outre et surtout, plus de 4500 vues sur la formation en Facebook Live. Nos avocats souhaitent, dans l'intérêt de leurs clients, être formés. Il est essentiel pour tous, avocats, magistrats, greffiers, de pouvoir avoir connaissance de ces décrets d'application dans un délai raisonnable avant leur entrée en vigueur, afin de permettre à nos chefs de juridiction, avec les greffes et les magistrats, de mettre en place et, naturellement, d'exposer aux avocats les nouvelles conditions et fonctionnements internes, et nous permettre ensuite, à nous, d'informer et former nos magistrats. Nous avons appris, et merci mardi, le report de l'entrée en vigueur au 1er septembre 2020 de la réforme du divorce et des dispositions du projet de décret réformant la procédure civile en la partie généralisant l'assignation avec prise de date, mais toutefois le problème reste le même pour toutes les autres dispositions des décrets à paraître. Il n'est pas, à notre sens, d'une bonne administration de la justice de les publier à 8 jours de leur entrée en vigueur. Un mot en ce qui concerne l'option prise d'exiger l'exécution provisoire des premières instances, et ce contre l'avis des avocats, et assorti le cas échéant d'une mesure de consignation. Il apparaît évident qu'il est indispensable que les nouvelles dispositions réglementaires privilégient la désignation de la CARPA en tant que dépositaire. Or, la CARPA est oubliée à ce jour, et ce, eu égard aux garanties de représentation des fonds qu'elle apporte et au rôle largement reconnu qu'elle assure dans la lutte contre les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme. Il en est de même des autres dispositions relatives à la spécialisation. Pour exemple, la suppression du juge d'instruction, qui ne saurait en aucun cas être envisagée en fonction des résultats d'élections municipales à venir. Nous veillerons au niveau de notre cour à ce qu'il n'y ait ni suppression de postes avec les juridictions spécialisées, ni de suppression de juges d'instruction. Cela serait contraire à l'intérêt du justiciable,
et ne correspond pas à la notion de justice indépendante. Une justice à laquelle, parallèlement, on demande toujours plus, avec un manque criant de moyens. Monsieur le Président du Sénat l'a rappelé, tant humains que financiers, comme nous avons de cesse de le répéter, ensemble, avocats, magistrats, sénateurs. Nous en appelons à vous et à nos parlementaires, et je me tourne vers vous, qui êtes ici présents, non seulement sur le budget de la justice, mais aussi, et cela ne vous étonnerait pas, pour la défense de notre régime autonome de retraite. Cette rentrée solennelle incarne encore l'unité de notre profession, qui s'exprime toujours d'une seule et même voix, au travers du Conseil national des barreaux et de sa présidente, Christiane Ferralchoul, au travers de la Conférence des bâtonniers et de son président, Jérôme Gavaudan, et naturellement du barreau de Paris sur tous ces sujets. Tout au long de cette année, jalonnée de nombreux événements susceptibles de modifier l'exercice de notre profession, CNB, Conférence des bâtonniers et barreau de Paris ont fédéré leurs actions, uni leurs forces dans un seul et même élan, animé de cette volonté partagée de servir la justice. Ainsi, Madame la Ministre, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, comment ne pas vous entretenir d'un projet de réforme dont le projet de loi vient de nous être annoncé, qu'il sera présenté au Parlement début 2020, qui requiert toute notre attention. Le projet de réforme de retraite des avocats. Nos avocats et surtout nos jeunes avocats, nous en appelons à votre soutien. Il va de soi que notre implication à la suite de la publication du rapport de Levoy sur la réforme de retraite est inconditionnelle, dès lors que si nous n'étions pas entendus, les conséquences seraient gravement attentatoires à l'avenir de notre profession, à l'accès aux droits. Notre profession est sans conteste, et je recite, la première victime du rapport de Levoy. Comment ne pas rappeler sans relâche que notre régime n'est pas un régime spécial, mais un régime autonome? Comment accepter un seul instant que la création d'un régime universel par points s'applique à notre profession? C'est totalement méconnaître les spécificités de notre profession. Les chiffres, parlons-en. Les salariés, les fonctionnaires conservent à leur charge 40% de leur cotisation retraite, le surplus étant supporté par l'employeur privé et ou public, alors même que l'indépendant libéral les assume à 100%. Dès le premier euro gagné, nous finançons intégralement notre outil de travail et nos jeunes qui quittent déjà pour certains la profession invoquent déjà le poids des charges sociales supportées. Le haut-commissaire suggérait initialement un doublement de nos cotisations et une baisse drastique du montant de nos retraites. Il propose désormais d'atténuer cette hausse par une réduction du montant des charges sociales et la modification de l'assiette de nos cotisations, dont nous savons tous que la pérennité ne sera pas assurée. Nous vous proposons, Madame la Ministre, de nous soutenir sur une solution beaucoup plus simple et bien plus respectueuse de l'entrepreneuriat, d'une profession libérale et de notre indépendance. Ne pas inclure notre régime autonome dans la réforme. Comme l'a si bien dit John Kenneth Galbraith, en politique, rien n'est plus admirable que d'avoir la mémoire courte. Depuis 1945, nous avons notre propre régime autonome et non spécial. À l'époque, personne n'a voulu de nous. Nous nous autogérons. Nous avons créé un véritable système de solidarité exemplaire, interne à la profession, vis-à-vis de nos jeunes femmes, vis-à-vis de nos avocats qui gagnent le moins, mais aussi externe. Non seulement nous ne coûtons rien à l'État, mais nous participons intégralement à la solidarité nationale, en reversant plus de 100 millions par an au régime général, plus de 500 millions en 5 ans. Nous ne bénéficions de strictement aucune garantie que ce soit au regard de notre protection sociale, du chômage. Aujourd'hui, les avocats financent par anticipation une partie des retraites à venir au travers des réserves constituées en garantie. Nous ne saurions tolérer que notre refus d'accepter les propositions inacceptables
formulé dans le rapport de Levoy soit assimilé au souhait d'une caste de conserver des privilèges qui n'en sont pas, ou d'un refus d'une solidarité que nous assurons déjà largement. Il y a des engagements si sérieux qu'un homme perd son honneur à ne pas les remplir. Henri Beck. Ainsi, ces 2 années ont vu, avec Basile Adair, la réalisation de nos engagements, grâce au dévouement et au travail acharné de nos membres du Conseil, qu'ils en soient tous ici remerciés. Le barreau de Paris a initié de nombreuses actions afin de lutter, prévenir et sanctionner les discriminations et les inégalités professionnelles. Ce combat constituant, avec Basile Adair, l'une des grandes causes de notre bâtonnat. Parmi les actions menées ces 2 dernières années, nous avons inséré les agissements sexistes et le principe d'égalité et de non-discrimination comme 17e principe essentiel de notre règlement intérieur du barreau de Paris. Créer les premières assises et trophées de l'égalité, incitant et récompensant les pratiques vertueuses de 5 cabinets d'avocats parisiens en matière d'égalité professionnelle. Fait adhérer au manifeste pour l'égalité professionnelle bon nombre de cabinets d'avocats parisiens. Réaliser une campagne sur les réseaux sociaux. Créer et former des référents harcèlement au sein de l'ordre, de l'EFB, afin de recueillir de manière confidentielle la parole des victimes. Le Conseil national des barreaux nous a suivis, puisque ceci a été intégré dans le règlement intérieur national en juin 2019. En ma qualité d'autorité de poursuite, sur la base d'une tolérance zéro, des procédures disciplinaires ont été engagées et les premières sanctions disciplinaires ont été prononcées. Nous avons développé, bien évidemment, aussi nombre d'actions avec le parrain de la promotion de l'école de formation du barreau, M. Jacques Toubon, défenseur des droits. De même, au sein de l'école de formation du barreau, nous avons développé et accompagné, avec l'incubateur du barreau de Paris et le Lab EFB, ainsi qu'avec notre directeur de l'école, M. Pierre Berlioz, Lab EFB que vous avez inauguré, Madame la Ministre, l'année dernière. Dans ce contexte, nous avons anticipé et soutenons la transformation digitale, accompagnons des start-up du droit composées d'avocats, d'élèves avocats, récompensant de même des initiatives innovantes, avec une nuit des Legal Tech organisée par nos jeunes avocats qui ont été un magnifique succès. Et bravo, là encore, à nos membres du Conseil de l'Ordre. Mais, Monsieur le Président du Sénat, vous l'avez rappelé, nous refuserons toujours les visio-audiences, sauf accord des parties. Un mot sur l'attractivité de l'économie par le droit. Nous avons créé ensemble, avec Madame la Ministre de la Justice, Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Paris à l'époque, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, ces chambres commerciales internationales. Sachez qu'elles sont un immense succès par rapport à notre principal concurrent dans le contexte de Brexit, Singapour. Singapour qui a été créé il y a 4 ans avec 20 procédures et grâce au président Ancel, grâce au président Messinesi et le président Netter, nous avons aujourd'hui plus de 25 procédures en 1 an. C'est une magnifique réussite. C'est une magnifique réussite de l'attractivité de nos juridictions parisiennes qui rassure les opérateurs économiques grâce à cette procédure adoptée et qui connaît un franc succès. Nul doute que nos juridictions internationales riment avec compétitivité, souplesse et célérité. De même que nous vous proposons, Madame la Ministre, comme nous souhaitons être également aidés par notre gouvernement, de contribuer au développement d'une nouvelle structure d'exercice professionnel international.
une entre guillemets French LLP, qui présenterait de nombreux avantages, la personnalité morale, la souplesse d'organisation, de fonctionnement, et ce, de nous aligner sur le plan de la compétitivité, sur le plan fiscal et social avec nos concurrents étrangers, mais également de leur permettre aussi de bénéficier, lorsqu'ils souhaitent s'installer en France, d'une nouvelle structure d'exercice qui leur permette non plus d'être en UK LLP, mais French LLP. Attractivité de notre droit qui, attention, ne saurait cependant être détournée par une surtransposition par la France, par ordonnance, de la directive en matière d'activité de conseil en droit fiscal, la DACSIS, qui doit être prochainement ratifiée, mesdames et messieurs les parlementaires, et qui est grave, qui constitue une grave atteinte à notre secret professionnel, non seulement pour les fiscalistes, mais pour tous ceux qui interviennent en droit des affaires et droit des sociétés. L'avocat ne peut se voir relever de son secret professionnel par son client. Avant de vous céder la parole, Madame la Ministre, puis à nos secrétaires de la conférence, il m'est essentiel de me tourner vers l'avenir. Le 26 juin 2018, Monsieur le député Raphaël Gauvain remettait à Édouard Philippe, Premier ministre, un rapport intitulé « Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale ». Il s'agit de faire en sorte que la règle de droit ne devienne pas une arme de destruction dans la guerre économique que mènent les États-Unis contre le reste du monde, y compris les alliés traditionnels en Europe. C'est à juste titre que sont évoquées les lacunes de notre droit et qu'il est indispensable de renforcer notre secret professionnel et d'adopter la confidentialité des avis juridiques en entreprise. Il n'est pas contestable que cette lacune est de nature à faire de la France une cible privilégiée. Ce rapport, soutenu par le MEDEF, la FJE, le Cercle Montesquieu, préconise un certain nombre de mesures. Ce ne serait pas un avocat libéral dans l'entreprise, sorte de salarié protégé dont les entreprises ne voudraient pas. Ce ne serait pas une nouvelle profession réglementée de juriste d'entreprise avec une confidentialité spécifique, affaiblissant le secret professionnel et nos ordres. Ce ne serait pas une couverture partielle des avis juridiques des avocats en entreprise par un droit à la protection qui ne serait opposable en France que dans une procédure civile. L'avocat en entreprise serait inscrit au barreau sur une liste ad hoc, soumis à toutes nos obligations déontologiques, garante de son indépendance et de son intégrité et soumis à l'autorité du bâtonnier. Il n'aurait pas la capacité de plaider devant les tribunaux. D'ores et déjà, sachez que le Conseil de l'Ordre de Paris a voté le 28 février 2017 à une très large majorité qu'un avocat parisien peut exercer la qualité d'avocat en entreprise dans tous les pays dont la réglementation l'autorise. C'est ainsi que, depuis 3 ans, nous avons des avocats parisiens qui sont avocats en entreprise. Par exemple, à Londres, ils peuvent être mutés à Berlin, ils peuvent être mutés à Washington, ils peuvent être mutés à Madrid, à Montréal, sans que cela n'ait posé la moindre difficulté. Mais s'ils sont mutés en France, ils doivent se faire remettre. Voilà pourquoi nous suggérons, puisque nous en sommes à l'heure des expérimentations, d'expérimenter le statut d'avocat en entreprise, conscient là encore de l'attractivité de l'économie par le droit, de la défense du secret professionnel et du renforcement de nos ordres, mais aussi de la nécessité de faciliter les passerelles pour nos avocats. Sachez que 25% de nos élèves avocats ne prêtent pas serment et vont directement en entreprise, en ce qui concerne l'école de formation du barreau. Sachez que 60% de nos avocats ne mettent jamais les pieds dans un tribunal. Et surtout, d'opérer une étude d'impact afin de rassurer ceux de nos confrères qui sont légitimement inquiets, en dialoguant et en temporisant. Les positions exposées depuis 20 ans ont évolué et il nous faut pouvoir en parler sereinement, tant avec les autorités de contrôle qu'avec tous les avocats, comme nous le faisons au sein de notre profession depuis 2 ans pour tous les sujets. En parler comme nous l'avons fait hier avec Raphaël Gauvain, en partageant avec nos confrères
forts de leur expérience à l'étranger, qui nous ont particulièrement éclairés. Merci au président de l'International Bar Association, de la Law Society, du barreau allemand, ainsi que nos bâtonniers de Bruxelles et Québec. Un mot pour en terminer sur notre maison des avocats. Nous l'attendions, nous l'espérions. Nous espérions l'inaugurer demain samedi. Malheureusement, elle a pris un ultime retard, ultime je l'espère, puisqu'elle devrait nous être livrée au plus tard le 10 janvier 2020. En principe, le 2 mars 2020, les salariés et les avocats du barreau de Paris s'y installeront. Un déménagement sous la hullette bienveillante de monsieur le bâtonnier Olivier Cousy et de madame la vice-bâtonnière Nathalie Roret. Nous l'inaugurons, nous l'espérons, très symboliquement, et madame la ministre vient à l'instant de me dire qu'elle serait présente et l'inaugurerait, nous faisons du direct, très symboliquement à l'occasion de la cérémonie de passation du bâton le 19 décembre prochain. Nous sommes fiers de cette performance architecturale réalisée par Renzo Piano face au nouveau tribunal, la maison de tous les avocats. Mesdames et messieurs les bâtonniers et présidents du monde, mesdames et messieurs les bâtonniers et présidents de France, sachez que cette maison est aussi la vôtre et que, naturellement, tout bonheur qui ne peut se partager n'est pas le vrai bonheur. Et je crois au partage. Il est temps pour moi de conclure. Voulez-vous une confidence, Monsieur le Président, Madame la Ministre? Rien n'est plus beau que le mandat de bâtonnier de Paris. Chaque jour qui passe, la confiance du plus grand barreau de France oblige et entraîne. J'ai œuvré avec Basile Adair, bataillé toujours, convaincu parfois, travaillé sans relâche pour cette profession que nous aimons profondément. Je continuerai avec une conviction profonde, Madame la Ministre. Je vous le demande. Quand les heures s'assombrissent, quand les populismes gagnent, quand le tissu social se fragmente, il faut entendre les avocats, Madame la Ministre. Gardez en mémoire qu'ils ont été, sont et seront toujours les marqueurs de la démocratie.